Ah là là, l'année 2021. J'ai surkiffé ma vie avec les dramas, ça je te le cache pas. Yeah, let me show you something. Girls, you ready? Let's go. 머리부터 발끝까지 한 이슈. 내 모든 것 하나하나 한 이슈. Do not take control. 난 항상 issue. Annyeonghaseyo petit Jérémy, aujourd'hui on se retrouve pour parler de dramas les meilleurs, les pépitas de l'année 2021. On commence, t'as l'habitude maintenant, par les mentions spéciales qui sont donc des dramas que j'ai surkiffé mais que j'ai pas pu mettre dans le top parce que sinon la vidéo aurait duré 1h30. Il s'agit de Luca the Beginning qui est un drama de science-fiction. J'adore la science-fiction. Bah alors en drama ça me saoule et vraiment ce drama là il était super bien fait. Ensuite il y a The Day of Becoming You qui en fait est un drama qui est censé être à peine plus haut parce que en général j'adore les dramas qui sont faits par son réalisateur mais pour le coup il n'a pas été dans mon top. Il y a My Roommate is a Gominho. Je peux pas le décrire, il faut aller le voir pour comprendre. Ensuite il y a eu Make a Wish, vraiment outre le fait que ça m'a rappelé la chanson de NCT, c'est vraiment un drama génial. Il y a eu Squid Game, oui bien sûr, vous pensiez vraiment qu'il allait être dans mon top 10, ben vous l'aurez complètement. Il fait vraiment partie de mon top 20 de l'année certes, mais il n'était pas suffisamment bien détaillé pour faire partie du top. En plus de ça il peut avoir un aspect assez dangereux, mais de toute façon j'aurai l'occasion d'en reparler dans une vidéo dédiée. Ensuite il y a eu DT Apple Dogs Time, ça pareil je vais lui dédier en fait une capsule. Et il y a également At a Distance Spring is Green, ou alors il y avait de la romance, oui, mais c'était pas le thème principal. Le thème principal c'était plutôt une amitié entre deux garçons, et d'ailleurs j'ai adoré l'acteur principal parce que ce soit ses mimiques, sa bouille, ses yeux, son corps, ses gestes, sa façon de parler, comment il a incarné, il y a eu un truc qui s'est passé et vraiment il était génial. À la dernière place de ce top, nous avons donc My Name, qui parle tout simplement d'une jeune fille qui ne sait pas vraiment ce que son père fait comme travail, et tout le monde dit que son père est un malfrat et elle se fait discriminer à l'école, si bien qu'à un moment une fille essaye de la découper au cutter. Et un jour en fait son père va revenir pour son anniversaire, la voir, etc. Sauf que ça va mal se passer puisque au moment où elle décide enfin à lui parler alors qu'elle lui faisait la boude, eh bien il va se faire assassiner devant la porte d'entrée et elle est juste derrière et elle ne peut rien faire. Et comme elle n'a plus aucune attache, elle décide tout simplement de rejoindre la mafia pour découvrir qui a tué son père, et en fait elle va finir par se perdre, devenir un véritable monstre et va même infiltrer la police car il se trouve que l'assassin de son père faisait partie de la police. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Et c'est ça qu'on va avoir dans ce drama qui est relativement court en termes d'épisodes mais qui est haletant et dont le thème principal, l'OST, m'a refait mes soirées. Et j'ai adoré parce que c'est un drama de vengeance, on a une héroïne badass et on a une histoire vraiment sympa et aussi réaliste parce que les meilleures fins sont pas forcément les fins les plus heureuses. Ensuite on a Raise Me Up qui nous parle d'un homme de 31 ans qui a quelques soucis, notamment le fait de ne pas avoir réussi son examen dans la fonction publique alors qu'il a 31 ans. Donc il faut qu'il se trouve un job pour avoir de la moula. Et qu'en plus il a étudié pendant des années pour ça et au final à l'arrivée il se casse la gueule. Son échec va conduire à un laisser-aller énorme et donc comme il veut se reprendre en main il va décider d'aller chez un médecin. Sauf que quand il va chez son médecin, quelle n'est pas sa surprise de découvrir qu'il s'agit de son premier amour. Et donc il essaie de renouer avec elle. Le souci c'est qu'elle a un petit ami qui est vraiment toxique, égocentrique, qui passe son temps à se glorifier, et elle à côté elle est jeune, promise un brillant avenir, et elle avec un tocard. Je pense que t'as compris le titre qui signifie littéralement tu me tires vers le haut. C'est également pour elle son premier amour, sauf que quand elle le revoit, et ben elle est choquée parce qu'il ne ressemble plus à celui qu'elle a connu auparavant. Et donc elle décide de le prendre sous son aile et tout faire pour qu'il retrouve l'estime de lui-même qu'il a perdu. Ce drama a complètement bidé, pourtant il est sensationnel. Il aborde des thématiques qu'on n'a pas l'habitude de voir sur Dramaland, notamment la santé mentale, l'estime de soi, le fait qu'un échec ne résume pas toute ta vie et le fait qu'une fois qu'on a fait des études, ça veut pas forcément dire qu'on peut pas connaître des coups de mou. La romance est sublime mais c'est surtout l'aspect psychologique qu'il faut retenir de cette œuvre parce que le héros est vraiment hyper touchant. Ensuite on a You Miss Cell, et en tant que fan de cellules, de SVT ou de vice versa,
ou de soul. C'est une histoire d'amour, oui, mais pas comme les autres, car on va plonger dans le cerveau de notre héroïne et on va découvrir ses petits neurones. Toutes les 30 secondes, je me pétais des barres parce que l'héroïne, elle a vraiment une très belle évolution et il y a vraiment beaucoup de gags. Si vous étiez dans mon cerveau, vous seriez en train de vous tordre de rire vous aussi. En plus de ça, les petits bus sont vraiment très bien animés, c'est vraiment très joli, très bien fait. C'est drôle parce que là on décortique de manière un petit peu scientifique et alchimique la relation amoureuse, plus ça reste réaliste, donc c'est vraiment vachement bien fait. Avec King's Affection, je vais absolument pas m'apesantir sur le sujet parce que j'ai décidé de lui dédier une capsule tellement c'était exceptionnel. Mon résumé, ça parle de deux jumeaux et un garçon, une fille, et comme c'était pas possible à l'époque, on va décider de tuer la fille, sauf que la mère ne va pas vouloir et elle va l'abandonner, mais pour qu'elle puisse être élevée ailleurs, vivre ailleurs. Cependant, son soldat ne l'a pas abandonnée suffisamment loin et un jour les deux jumeaux vont finir par se rencontrer. Dans le plus grand secret, ils vont commencer à échanger leur place. Un jour, les opposants qui voulaient tuer la fille vont se rendre compte qu'elle est toujours en vie et donc vont essayer d'achever le travail. Sauf que la personne qu'ils vont tuer, c'est le frère, donc ils viennent de tuer leur empereur, mais ils ne le savent pas. Et donc du coup, pour pas que ça crée plus de problèmes, la mère va imposer à la fille de prendre la vie de son frère et de devenir un empereur. Et ça c'est vraiment beau parce que on impose quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas dire non, qui est en deuil, qui n'a pas de vie, qui n'a pas d'avenir, et elle n'a pas d'autre choix en fait. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en plus elle va lier une romance innocente lorsqu'elle était enfant avec un jeune homme, mais le père de ce jeune homme, c'est celui qui a tué son frère. Et ça, c'est vraiment compliqué. Et des années plus tard, évidemment, ils vont être adultes et ils vont être amenés à se rencontrer si au départ, ils savaient pas qui ils étaient l'un et l'autre. Au final, ils vont très vite comprendre. Et vous comprenez bien qu'avec les complots, etc., ça va créer beaucoup de drama. Et vraiment, les acteurs sont exceptionnels, l'intrigue est génialissime. Les OST étaient sympas, enfin, j'ai adoré, c'est un gros coup de cœur. Il y a Youth of May qui parle de Hei-tae, qui est devenu la fierté de Gwangju lorsqu'il est entré en école de médecine. On a également son meilleur ami qui s'appelle Gyeong-soo, qui est un fervent militaire en faveur de la démocratie et qui insiste sur le fait qu'ils ont ouvert des cliniques illégales pour les étudiants qui ont fui le gouvernement. Un jour, un ouvrier est blessé lors d'une manifestation et en échange du coût du transport discret des travailleurs et d'eux-mêmes vers leur ville natale, Hei-tae doit sortir avec une épouse potentielle qui aura été choisie par son père. Et à cette occasion, il va donc rencontrer Myung-hee, qui est une infirmière qui fait face à des difficultés dans la vie et dont il va tomber amoureux. Donc ça peut être un mariage arrangé. Et ensuite il tombe amoureux. Elle accepte d'assister à la réunion à la place de son amie Soo Yeon uniquement parce qu'elle doit payer le billet d'avion pour aller étudier en Allemagne. Et donc t'as compris, ça va causer des quiproquos. En plus ça se passe en mai 1980. On tombe en pleine mêlée de destin, de tournants dans la vie, que ce soit personnelle ou dans le monde, parce qu'en plus c'est un moment où la Corée elle est en mode pro-démocratie. Enfin bref, c'est vraiment une période charnière pour tout le monde, donc les esprits vont s'échauffer. Regarde-le, il vaut le coup, mais prépare les mouchoirs parce que moi j'ai chialé ma race. Vraiment, je me suis torturée, mais j'ai adoré. Plus de ça, j'adore les années 80, d'ailleurs j'aurais rêvé naître dans les années 80, genre en 81, 83, en 89, me demandez pas pourquoi. Et j'ai toujours trouvé que ça manquait d'années 80 dans les dramas, c'était soit genre historique en mode je sais pas quelle période de quel siècle super reculé ou alors ultra moderne, voire même futuriste. Il n'y a jamais eu d'entre deux et là les années 80 c'était juste super. En plus il y avait des bons décors, un jeu d'acteur de qualité et c'est vraiment un des meilleurs mélodrames que j'ai jamais vu. Et c'est vraiment une histoire bien développée, surtout quand on sait que l'histoire se base sur des faits historique. Mais pour ceux qui ont vu Gobelin, et vous connaissez mon amour pour Gobelin, évidemment, c'est mon drama préféré, à la fin elle va être triste. Hein. Moi encore aujourd'hui je bois du chocolat comme une grosse pour me remettre de mes émotions. Ensuite nous avons Happiness. Malgré le prénom, ne crois pas voir un truc super joyeux puisque ça va te parler d'invasion de zombies. Dans un futur proche, une nouvelle maladie infectieuse commence à se propager dans un immeuble nouvellement construit. Attends, on vient de se taper le Covid, maintenant on va se taper ça, autant suicider. Dans ce lieu de vie, en plein confinement, se mélangent propriétaires dans les étages les plus élevés et locataires dans les étages les moins élevés. On va suivre notamment l'officier Yoon Sae-bom, membre des unités spéciales de la police, au départ qui était ravi en fait d'être en confinement dans ce nouvel appartement et d'y retrouver son collègue Jeong-hee Yeon et qui va vite déchanter quand il va capter en fait la situation dégradante de jour en jour. Sachant qu'en plus ils peuvent même pas sortir quand un de leurs voisins les fait chier parce qu'il y a des zombies qui rôdent dehors et donc ils sont confinés en huis clos dans un appartement où ils s'entendent pas et où la lutte des classes est constante. Moi j'ai relativisé mon confinement.
Et vraiment, je me demandais comment ils allaient nous tenir en haleine pendant tous les épisodes. Et en vrai, ils ont réussi leur pari. Et c'est même bien plus original que ce que vous pouvez penser. Parce que les zombies, c'est vu et revu. Les trucs post-apocalyptiques, c'est vu et revu. Mais là, il y a vraiment un vent d'originalité que j'ai rarement vu dans Dramaland. Et honnêtement, je sais pas ce qui fait le plus peur au final. Le comportement des habitants ou le climat de mort imminente post-apocalyptique du dehors. Il y a Vincenzo, je rigole, mais ça c'est un personnage qui prononce Vincenzo dans le drama. Et en fait, c'est tout simplement un Coréen qui a été adopté par des Italiens, donc il est parti vivre en Italie chez des mafieux. Et il est avocat et il va être amené à revenir en Corée pour en fait récupérer un appartement sous lequel il y a des lingots d'or. Sauf qu'en fait il y a eu un groupe pharmaceutique qui a racheté un petit peu de force l'immeuble. Et donc du coup il va y avoir des débâcles judiciaires sous fond de mafia bien entendu. Et il va être amené à rencontrer la jeune et ambitieuse Hong Chae-young. Et lui qui au départ est vraiment un gros mafieux, on se rend compte qu'il a un petit cœur en fait à côté qui bat. Et il va se mettre à œuvrer avec elle pour protéger les habitants, parce que elle aussi c'est une emmerdeuse et une peste qui travaille avec des méchants et des vicieux au début, mais il va lui arriver un truc pas très cool et elle va remettre ses idées en place et se rendre compte que tout ne justifie pas l'argent et que l'être humain c'est important et qu'il faut pas laisser faire des actes pareils. Et donc même elle va, tout en gardant son caractère bien entendu, d'ailleurs elle est très drôle hein, mais aussi très pestouille, changer du tout au tout et devenir vraiment une très bonne personne, et elle va se battre pour ses convictions. Et ça c'est vraiment magnifique. Vincenzo il est sexy as fuck, vraiment j'adore. Les musiques sont drôles, les habitants sont vraiment tous attachants. J'ai adoré la scène quand Vincenzo arrive dans l'appartement et qui découvre les habitants. Il y a même une scène où il y a une crise cardiaque parce qu'il y avait quelqu'un qui essayait de danser le zombie. Ou alors j'ai adoré quand le gars qui gère un petit peu l'appartement, il le voit en fait prier Bouddha et se dit waouh, il se repent de ses actes de mafieux et tout, alors qu'en vérité il est en train de regarder où est-ce qu'étaient logés les lingots d'or. C'était extrêmement drôle. J'ai également adoré quand il y a les habitants qui vont se rebeller et que ça va faire un tableau de Eugène Delacroix, ou quand alors l'avocate va manquer de se faire frapper par les mafieux du laboratoire pharmaceutique et qui va arriver en mode badass et tout pour l'aider, ou alors quand ils vont aller au procès et qu'elle va sortir de la Lamborghini. C'était vraiment trop bien. En fait, je vais pas te citer tout ce qu'il y a dedans, mais je pense que tu as compris que j'adorais. J'adorais les thèmes qui étaient abordés, notamment le changement d'une personne de bien en mal ou de mal en bien. D'ailleurs, à ce propos, j'ai adoré le stagiaire de l'avocate, qui était vraiment un personnage génial. Moi, perso, je l'avais vu venir dès le départ, mais j'ai adoré comment ils l'ont introduit, comment ils l'ont utilisé, etc. Les relations avec les personnages. En plus de ça, il y avait des petites références au monde de la K-pop, etc. Franchement, c'était bien amené. The Veil, qui est un peu dans le même domaine et qui nous parle de Han Ji-hyuk, un des meilleurs agents du NIS, qui est respecté par ses collègues, ses supérieurs, parce qu'il est super compétent, mais un jour il va disparaître du jour au lendemain, et un an plus tard il va revenir avec la ferme intention de démasquer le traître qui est responsable de sa disparition. Et autant te dire que c'est vraiment un drama policier où les complots, épisode après épisode, sont de plus en plus époustouflants. Vraiment, il n'y a pas un moment où c'est décrescendo, vraiment, c'est une apogée, c'est génialissime. Et en plus, moi perso je pense que t'as compris que j'étais passionnée de fou, mais en plus de ça, on va vraiment jouer sur l'amnésie en fait qu'il a. Il arrive, il sait pas ce qu'il est, ce qu'il fait, etc. Il vient pour découvrir et tout. Et en fait, il y a des retournements, tu t'imagines même pas. Moi encore à ce jour, je suis en PLS. En plus, on a des scènes d'action qui sont vraiment géniales. Elles sont distillées avec parcimonie, mais quand elles sont là, elles font le tas vraiment. L'acteur principal, il a ravi mon cocoro. Et on passe sans plus tarder à Hellbound, qui est vraiment un drama génialissime. Et au départ je savais même pas que ça avait été fait par les réalisateurs de Dernier Train pour Busan, qui est un de mes films préférés de tous les films du monde entier, et également de Peninsula. Et en fait quand je l'ai regardé, j'étais en mode oh putain, on dirait trop Dernier Train pour Busan. Et en fait effectivement c'est ça. Et c'est également un webtoon qui a été édité, relié en manga, Hellbound, l'enfer. Et c'est vraiment génialissime, puisque dans notre monde actuel, en fait on part d'un plot où il y a une secte qui prône des assassinats gratuits officiés par des créatures. Et en fait on apprend par cette secte que les gens qui vont être massacrés sont notifiés avant que les créatures les exécutent. On voit donc le passage à tabac ultra violent de ces personnes, et d'ailleurs c'est au moins 18 ans, parce que c'est vraiment super
violents. Il y a même une scène en particulier qui m'a choquée. Je trouvais qu'ils étaient allés trop loin et pourtant moi il m'en faut vraiment beaucoup. Et voilà, donc c'est vraiment des lynchages publics mortels. Et donc forcément la police va s'y intéresser. On va également suivre une avocate. On va suivre leur parcours et également leur confrontation vis-à-vis de la secte, dont on aura l'occasion plusieurs fois de suivre le point de vue. On est donc sur une histoire ultra intéressante qui fait réfléchir parce que eh bien, l'extrémisme religieux, le complot, l'obscurantisme, l'ignorance sont vraiment des thématiques prenantes, fascinantes, qui sont difficilement manipulables, mais quand on le fait correctement, eh bien, ça fait grandir un individu. Et le tout est vraiment allégé par la présence en fait de créatures mystérieuses et la dimension un petit peu enquête. Donc on arrive à miser une morale en fait avec du fantastique et avec de la police. C'est vraiment pas mal fait. Et le scénario est béton. Il y a vraiment une ligne directrice qui se perd pas en cours de route. D'ailleurs mon personnage favori, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, c'est le gourou de la secte parce que il est dans une espèce d'entre-deux qui fait qu'on peut pas l'apprécier parce qu'il fait quand même partie d'une secte, qui fait des choses horribles, etc. Mais il a ce je ne sais quoi qui fait qu'on ne peut pas le détester et qu'il est vraiment pertinent. Je vous ai toujours dit, l'information c'est le pouvoir, l'image, l'art, la musique, ça peut avoir un impact considérable. On peut voir à quel point les médias peuvent être dangereux en manipulant, en faisant mentir une image, etc., en la sortant de son contexte. Et vraiment le dernier point, pas des moindres, c'est que le découpage est vraiment super bien fait. Genre ces deux parties, c'est la première partie on est sur la découverte du phénomène et la deuxième partie on est 4 ans plus tard pour voir comment en fait ils ont pu vivre avec cette nouvelle donnée, ces monstres qui sortent comme ça et qui te trucident en pleine rue, même si tu avais été prévenu par une notification quelques heures ou quelques semaines plus tôt. Mais bon, quand même, tout le monde peut y passer, donc c'est flippant comment tu vis dans un tel climat. Et personnellement, la deuxième partie, c'était ma préférée. Et enfin, le meilleur drama de l'année selon moi, c'est Move to Heaven, qui nous parle de Gyeoru, qui est un jeune homme atteint du syndrome d'Asperger, je crois, si je dis pas de conneries, et qui travaille pour l'entreprise de son père qui s'appelle Move to Heaven. Et leur travail, c'est de ranger les objets laissés par les personnes décédées. Sauf que son père va être décédé et il va donc rencontrer son oncle qui s'appelle Sang-gu, qui est froid, qui n'avait jamais vu. Et qui était un ancien artiste martial. D'ailleurs, lors de son dernier combat, ça s'était très mal passé et il a fait de la prison pour ça. Et donc, Sang-gu devient désormais le gardien légal de son neveu, donc il va devoir apprendre à gérer un jeune. Et en fait, tous les deux, ils sont en deuil. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui fait que les relations pourraient être un peu compliquées. Ils vont essayer de se lier, ils vont essayer de se retrouver dans ce deuil-là en évoquant ensemble leurs souvenirs du fameux père pour le jeune homme et frère pour l'oncle disparu. Ils vont partager leurs émotions et vont comprendre davantage le sens en fait du terme vivre, la vie, aimer un être cher, et que la mort n'empêche pas de continuer sa vie et que la famille c'est quelque chose d'assez important. Et en toute honnêteté, j'ai vraiment été trop émue par cette histoire. Il faut quand même le voir quand vous êtes dans le mood, pas quand vous êtes en dépression et que vous avez envie de vous défenestrer, parce que ça touche vraiment à des points ultra sensibles. On a des acteurs vraiment exceptionnels et une thématique relativement originale pour ce que Dramaland a l'habitude de nous présenter. Mais évidemment, c'est vraiment fait avec bienveillance et positivité, ça il faut vraiment le souligner. Pour moi, c'est d'ailleurs l'un des meilleurs dramas du monde, il s'est rajouté à ma liste pourtant déjà bien conséquente. J'ai bien aimé aussi comment la mort était traitée dans Move to Heaven, le fait qu'on présente la vie des défunts à travers les yeux de Han Gyeoru, c'est-à-dire que c'est à partir de quelqu'un qui a déjà un prisme spécifique. On nous montre également des thèmes vraiment durs à aborder, parfois encore un peu tabous dans notre société, comme les violences conjugales, la sexualité LGBTQ+, les douloureux questionnements de la vieillesse, le handicap pour une personne qui est en construction. Et vraiment, c'est vraiment super bien fait et j'ai adoré voir ces thèmes. Je trouve que c'est pas suffisamment fait et quand c'est fait, c'est pas spécialement fait avec bienveillance et positivité. Et donc moi j'étais vraiment très contente de découvrir cette œuvre. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait, à partager à un ou deux de tes surimi Nakama et à me dire en commentaire si tu aimes les dramas et quelles ont été tes pépites de l'année 2021. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, annyeong.